Alors, bonjour à tous. Je crois que Ibo me voit. On est dans une salle temporaire de conférence du CRDP parce qu'en raison des nombreux travaux qu'il y a à l'université, c'est un peu bancal pour la technique, mais je crois qu'on a réussi. On a des invités de marque avec nous, alors je suis très, très heureux. Alors, je m'appelle Sylvain Lafleur, je suis le nouveau coordinateur scientifique du CRDP. Alors, on a reçu il y a 2 semaines, 3 semaines, une invitation de M. Jean-François Gaudreau-Desbiens qui nous proposait d'organiser une activité avec Mme Odomagone. Évidemment, on a sauté sur l'occasion. On était très heureux de faire ça parce qu'on aime évidemment multiplier les activités avec des gens de prestige et de marque et de qualité. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Alors, Madame Angone, elle est de l'Université Cheikh Anta Diop. Elle se décrit comme militante défenseur des droits des femmes africaines. Elle examine les violences systémiques croisées aux mécanismes qui perpétuent les inégalités structurelles. Alors, c'est quelque chose qui est, je crois, qui est très débattu et dans l'air du temps ici aussi. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages, dont Femmes noires francophones. Alors, bienvenue ici. Alors, très, très heureux de vous avoir parmi nous. Puis, pour répondre ou questionner ou interagir avec Mme Angone, nous avons invité Mme Evelyne Jean-Bouchard, qui est titulaire d'un doctorat à l'Université d'Ottawa. C'est quelqu'un, je crois aussi qu'elle est boursière postdoctorante CRSH. Alors, évidemment, bravo, félicitations. Elle a travaillé elle est spécialiste en anthropologie juridique et féministe. Elle a une expérience sur la juridicité des femmes congolaises en RDC. Alors, c'était tout naturel que ces deux grandes dames se rencontrent et puissent communiquer l'une avec l'autre, puis peut-être créer des projets futurs parce que c'est toujours le souhait que nous avons lorsqu'on est en fait pour le coordinateur comme moi, de voir que les choses peuvent se perpétuer. Alors, bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. D'accord, bon, merci de me recevoir au Centre de recherche en droit public. C'est un plaisir pour moi d'être ici, d'abord parce que c'est la première fois que je viens au Canada, et plus précisément à Montréal, et je trouve les Montréalais très agréables, très dynamiques et réactifs. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à répondre à votre invitation. Dans un premier temps, étant donné que je vais, entre autres choses, présenter mon ouvrage le plus récent, Femmes noires francophones, publié en 2020, aux éditions Hermann à Paris. Je voudrais dans un premier temps lire un fragment pour planter le décor afin que aussi bien le public que les cybernautes puissent avoir une idée de quoi cela retourne. J'ai fait une sélection pour que l'on se fasse une idée. Et dans ce texte intitulé « Le français est la langue commune qui nous sépare », j'espère indirectement aussi interpeller les Canadiens francophones, puisque ce sont les questions qui nous concernent ensemble. Le français est la langue commune qui nous sépare. La langue est un élément de pouvoir, le pouvoir de la parole. Les mots n'ont de sens et de puissance que conduits par le discours qui les régule. La brèche est une fissure féconde par laquelle la lumière pénètre presque par effraction. Et c'est par cette brèche, à l'œil éphémère, mais lueur émancipatrice, du devant-jour, car génitrice et génératrice de dissidence, que je vous invite à regarder. Avoir un papa enseignant a ses avantages et ses inconvénients. Toute mon enfance durant, je ne peux pas faire l'école buissonnière. J'ai l'école à la maison, je ne peux donc échapper à aucun devoir et mes cahiers sont surveillés à la loupe. À la maison, on ne badine pas avec les leçons. À midi, les verbes se conjuguent à tous les temps, les récitations s'apprennent par cœur, avant le dîner, les fables de La Fontaine sont notre pain quotidien. Mes frères et moi parlons comme dans les livres, au point de sacraliser la langue française, ce qui n'est pas pour faciliter notre socialisation avec les enfants de notre âge qui, eux, nous regardent comme des spécimens de Molière, échoués en pleine forêt équatoriale. Chez papa, aucune faute de grammaire n'est tolérée. Pas de langage familier, même dans les moments de relâchement. Le langage ordurier est quant à lui tout simplement inenvisageable, tant et si bien que lorsqu'on entend quelqu'un dire des gros mots effarés, mes frères et moi avons tellement peur que papa sache qu'on a découvert l'abécédaire du langage ordurier à son insu, sans sa permission,
que pour nous excuser de ce que nous n'avons pas fait, nous courons à confesse. Papa dit que nous devons parler le français standard, le bon français. Le bon français, pour mon père, ami de formalisme et de la rhétorique de Baudelaire, Ronsard, Corneille, Racine, Guy de Maupassant, Flaubert, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Hugo, Balzac et j'en passe. C'est-à-dire le français de la conquête, de la domination et de l'oppression. Le français comme pratique de la dépossession et de la résignation, lieu de non-appartenance qui ne laisse point de place à la négociation, espace d'aliénation et de réduction de nous-mêmes en objets, au lieu d'être un espace d'éclosion et de transformation ou encore de réalisation de soi en sujet. Avec papa, comme avec le français, nous ne dialoguons pas, nous ne jouons pas, nous ne badinons pas, nous obéissons aux ordres hiérarchiques que nous impose le patriarche et ses règles de grammaire hiératique. La littérature africaine ou afrodescendante n'est tolérée chez papa que si c'est du Senghor et du Césaire, sinon rien. C'est ainsi qu'on le lui a appris à son époque et c'est ainsi qu'il nous l'a transmis. Pour un rien, nous sommes souvent punis, agenouillés pour des accents mal placés, grondés pour des ponctuations mal lues, talochés pour des adverbes mal mémorisés et donc mal transcrits. Surtout, n'allez pas voir à mon père un tortionnaire. Je dois dire que ce dernier s'alignait simplement au modèle pédagogique de l'époque où les sévices corporels et les paroles vexatoires constituaient assez souvent une didactique privilégiée en guise d'incitation à l'excellence et au dépassement. Comme une sorte d'armure aux aguets d'un relâchement imminent, pour lui, il n'y a de fusion de niveau de langue qu'un fécond débattable. À la maison, la dialectique du désarroi et de la capitulation devient un code d'identification et un cas d'école permanent. Qui du locuteur et de la langue donne vie à l'autre? Le mythe irrésolu de l'œuf et de la poule s'installe durablement. Si bien, plus tard, je choisirai la transgression à mes risques et périls. Enfant, mes frères et moi apprîmes que Senghor, membre de l'Académie de la langue de Molière, avait créé le plus long mot de la langue française, anticonstitutionnellement. Un mot de 25 lettres. À l'époque, nous y crûmes. Aujourd'hui encore, ce mythe pour moi demeure intact pour ne pas violer un pan de mon enfance. Nous sûmes aussi qu'il avait dit, lui, l'Africain, le grammairien, qu'il enseignait le français aux petits enfants de France, ce qui pour nous était ahurissant et suscitait de l'admiration. C'est pourquoi nous croyions en papa qui tenait à ce que nous parlions français comme Senghor. Nous verrons alors pour la langue française une telle sacralité cérémonieuse dans un rapport ethno-linguistique inégalitaire au sein d'un foyer familial où des langues en situation diglossie subissent le dictat d'une hiérarchie rigide et répartie entre parler, sabir, charadia, patois, dialecte, galimatia, tohu, bohu, vacarme, langue vernaculaire, langue véhiculaire. À la maison, mon père, qui est déjà d'emblée le chef de famille dans un système patriarcal sans répartie, cumulera de nouvelles fonctions en représentant les armoiries suprémacistes de la langue coloniale. C'est pourquoi il sera, vous voyez, ce n'est pas peu de le dire, tandis que ma mère, symbole charitable de la langue native, sera doublement tutoyée par l'entremise d'un idiome que nous pouvions parler sans crainte d'être jugés ou châtiés, la langue fan. À la maison, le français avait alors plusieurs catégories. Le français de France, du moins l'idée que nous en avions, je veux dire celui de Molière et de Senghor, que nous pensions qu'au tout petit français parlait à la maison, dans la rue, au lever du jour, au coucher du soleil, n'importe où, à tout moment. Puis celui du quartier, celui de tout le monde, le français de la masse, c'est-à-dire celui des à peu près, appelé autrement le français façon. Disons-le clairement, le français jugé approximatif, primitif, qui nous ramenait à notre condition d'indigène. Ce français que l'on pouvait parler au marché sans être hué, que l'on pouvait écorcher dans la rue sans un coup de chicotte, une langue que l'on pouvait tordre et défaire loin de l'admiration, de l'obnubilation, de l'administration sans être conspué. Nous savions cependant aussi que ce français était interdit d'accès dans les centres éducatifs, qu'on ne pouvait pas l'écrire dans une copie d'examen, de peur d'être recalé et moqué publiquement en classe le jour de la remise des notes. Nous sûmes à nos dépens qu'il y avait alors le bon et le mauvais français. Pourtant, nous parlions la même langue. Merci beaucoup. Voici planter le décor. On peut commencer la conversation.
Super, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous ce vibrant extrait de votre ouvrage. J'ai eu la chance de le lire, puis plusieurs passages m'ont beaucoup touchée, notamment tout le chapitre sur le mouvement Balance ton goudronnier. Puis, ça m'a aussi amené à me questionner beaucoup sur ma propre posture en tant que féministe blanche, occidentale, universitaire, qui travaille avec des femmes, des groupes de femmes africaines au sud du Sahara. Puis, ce que j'en retiens aussi, en fait, c'est toute la question des identités multiples et composites qui va s'articuler, je pense, dans votre ouvrage à travers votre trajectoire migratoire qui va du sud au nord puis du nord au sud. J'aurais deux questions à vous poser un peu dans cette perspective. Donc, la première question, c'est, selon vous, est-ce que le mouvement MeToo, qui a été repris au Québec par le mouvement Moi aussi, en France par Balance ton port, puis au Gabon par Balance ton goudronnier, dont vous êtes l'instigatrice, il me semble. Croyez-vous que ces narratifs de justice-là qui vont se déployer globalement à travers les frontières, à l'intérieur d'un espace qui est comme totalement dématérialisé, comme le cyberespace, permet en quelque sorte au mouvement féministe global de trouver un enjeu commun, de se construire une identité collective, mais tout en respectant et en donnant une voix aux expériences et aux diversités des femmes à travers le monde. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est un peu comme un effet miroir sur la matérialisation du pouvoir de contrainte sur la vie et le corps des femmes, et puis toutes les stratégies pour s'en sortir. Pouvez-vous nous parler un peu de l'articulation que vous faites entre activisme, vie privée, pouvoir biopolitique, puis espace universitaire? Merci pour ce premier tour de questions que je trouve très intéressant. Alors, dans un premier temps, vous avez parlé du féminisme et des sororités politiques. En fait, est-ce qu'il y a des points communs, des différences entre le féminisme dit du Nord ou occidental, que l'on appelle souvent aussi le féminisme hégémonique, et le féminisme des Suds? Alors, à travers le mouvement MeToo, on aurait pu penser spontanément qu'il y avait quand même des lieux communs, puisque ce sont des questions qui touchent les femmes dans le monde entier. Malheureusement, la question du viol et des violences sexuelles sont des questions qui traversent tous les continents dans des contextes patriarcaux, puisque le système monde qui nous dirige est foncièrement hétéropatriarcal. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on regarde avec un peu plus de distance, on se rend quand même compte qu'il y a des éléments intersectionnels qui permettent de retrouver des points spécifiques selon les communautés d'origine et d'expression. Tarana Burke est l'afro-américaine qui a en 2007 commencé à dénoncer la question des violences sexuelles opérées sur des corps de femmes en situation de minorité systémique. À ce moment-là, j'avoue quand même n'avoir pas eu une répercussion cybermédiatique puissante à l'époque. Or, c'est en 2017, lorsque l'escarcelle du cinéma américain, nord-américain, états-unien a été touché par l'accusation d'un homme très puissant et qu'on a lancé spontanément de façon internationale le mouvement MeToo, on a quand même eu l'impression qu'il y avait une catégorisation des violences, parce qu'en 2007, lorsque l'afro-américaine lance son mouvement, il était encore quelque peu périphérique. Et il a fallu que des femmes dites blanches ou construites comme telles se l'approprient et le diffusent pour dénoncer les mots similaires, pour qu'on se rende compte en fait que c'était une question qui concernait que les femmes et qui pouvait impacter plus d'une. Et c'est tant mieux d'ailleurs parce que cette visibilisation spontanée a permis aussi que tout le monde, d'où qu'elle vive, d'où qu'elle parte, selon son lieu de discours et d'énonciation, puisse se rendre compte qu'il était possible de dénoncer ces faits-là. Et chemin faisant, moi aussi, à mon niveau, je me suis dit peut-être qu'il était intéressant au niveau du Gabon de commencer à interroger les violences faites aux femmes à travers, évidemment, le viol. Et j'ai été très interpellée et personnellement touchée de me rendre compte qu'autour de moi, des gens avaient pu être victimes de tentatives de viol. J'ai plutôt travaillé sur les tentatives de viol
pour ne pas réduire les corps féminins à des corps livrés et éternellement des victimes. Donc, j'ai plutôt voulu travailler sur ces cas-là parce que ça permettait de donner une lueur d'espoir en fait à plusieurs femmes qui auraient pu trouver des outils pour se défendre en fait. Parce que lorsqu'on ne présente que les cas de viol, on oublie aussi qu'il y a quand même des cas de tentatives de viol qui n'aboutissent pas parce que les femmes se battent pour ne pas que cela puisse arriver. Et donc, j'ai utilisé l'hashtag balance ton goudronnier pour créer un élément de socialisation et puis pour m'ajuster à l'imaginaire en contexte. Au Gabon, le porc n'est pas un animal que l'on utilise généralement dans le langage quotidien. Et puis, je ne voulais pas aussi rendre finalement coupable d'un animal qui n'avait rien fait. Et j'ai préféré choisir le goudronnier, qui est vraiment un bad boy au Gabon, et qui illustre justement tous ces éléments et qui est l'avatar même de la violence masculine et de la masculinité toxique au Gabon. C'est pourquoi je me suis approprié cet élément-là. Sur Internet, il est vrai que si vous faites une recherche, vous n'allez pas trouver plusieurs éléments de traces cybernétiques sur balance ton goudronnier pour une raison simple. En fait, je me suis servi de cet élément-là comme étant un code de communication entre les femmes que je voulais contacter pour que nous puissions libérer la parole dans un espace restreint, parce qu'il faut aussi dire que dénoncer publiquement quelqu'un qui a pu vous violer ou qui a failli vous violer est quand même un acte courageux, dans un contexte où on peut être socialement banni, stigmatisé, dénoncé ou menacé. Ce n'est pas évident de pouvoir spontanément déclarer que telle personne a failli vous violer. Et surtout, parce qu'il y a aussi toujours cet élément qui pèse sur les victimes, où spontanément on ne croit pas en vous et vous devez finalement démontrer que vous êtes une victime, ce qui est encore un mécanisme de délégitimation de la violence en fait, et du rôle que joue la société. C'est vous demander finalement pourquoi portiez-vous telle ou telle tenue, que s'est-il passé, alors que dans les cas de viol, les tentatives de viol auxquelles j'ai eu accès, mais c'était des personnes dans l'escarcelle de la famille, en fait, dans l'espace familier. Ce sont des personnes qui avaient saisi l'opportunité d'une familiarité, d'une confiance, qui abusaient finalement des jeunes filles, qui essayaient de les intimider. Et c'est pourquoi justement les victimes ne parlent pas spontanément. Parce qu'il y a cette influence et cet impact sur le corps des jeunes filles qui ne comprennent pas comment est-ce possible, et à un âge où elles se disent peut-être qu'il a raison. Peut-être que, comme c'est mon oncle, il n'a pas le droit de vie ou de décision sur mon corps. Et malheureusement, culturellement aussi, très facilement, on leur demande de se taire. Et ce qui a pour conséquence de protéger les bourreaux, finalement, quand on demande aux victimes de se taire. Donc, c'est une double violence. Être victime d'une tentative de viol et demander aussi de conjuguer le délit. Donc, c'est vraiment tellement de choses. C'est pourquoi j'ai voulu me servir d'un hashtag qui aurait pu rapidement créer un élément de socialisation pour que les femmes, spontanément, racontent leurs expériences. Et j'ai trouvé très intéressant et courageux qu'elles me partagent leur intimité, parce que ce sont des personnes que je connais et vis-à-vis desquelles je n'aurais jamais dû penser qu'il y avait vraiment des violences familiales de ce genre-là. Pour ce qui concerne la deuxième question qui parlait de... Oui, sur la façon dont vous l'articulation activisme privé. Effectivement. Alors, lorsqu'on arrive dans les espaces universitaires et qu'on est issu comme un corps minorisé, on se rend très vite compte en fait qu'on est des objets d'étude. Et on ne nous présente pas comme des sujets de notre propre illustration. Et lorsqu'on arrive dans cet espace, on se dit, mais où sommes-nous en fait? Ça devient un mécanisme tellement simple. Et puis on se rend compte que la norme est construite à travers des paramètres qui ne nous illustrent pas comme étant des sujets de notre propre discours. Et c'est pourquoi justement j'ai voulu commettre cet ouvrage-là. En 2015, quand je suis arrivée à l'Université Chantal Diop, jamais je n'avais pensé que je pourrais écrire ce livre. En fait, ce sont des choses que je notais comme ça dans mon calepin pour pouvoir transmettre des émotions et les coucher quelque part. Et je me suis dit finalement que, en tant que femme africaine universitaire, il devenait de mon devoir, du moins vis-à-vis de ma fille, et puis aussi pour d'autres générations, de pouvoir écrire des choses qui pourraient peut-être les interpeller. Et donc, aujourd'hui, mon enseignement est peut-être considéré comme étant de l'activisme parce que, quelque part aussi, les espaces de reconnaissance institutionnelle qui font traverser des grands discours qui seront reconnus comme l'université, ce sont des espaces normalement politiques. Et il faudrait donc qu'on politise ces espaces-là pour rappeler en fait que ce sont des prolongements de la société en réalité. Parce qu'on retrouve malheureusement aussi bien le sexisme, le racisme et beaucoup d'attitudes rétrogrades
qui n'ont rien à voir avec l'idée que l'on se fait de ce qu'on considère comme être la figure de l'intellectuel. C'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, pour rappeler aussi à ceux qui nous lisent et qui nous connaissent qu'on n'est pas que des objets d'étude, que je n'ai pas à me retrouver comme l'objet d'étude d'un laboratoire. Je suis d'abord une personne avec une humanité dense et complexe, et qu'il est important peut-être que l'on commence aussi à raconter ces histoires-là. Parce que souvent aussi, les intellectuels ont peut-être cette petite erreur de vouloir tout intellectualiser, souvent, et puis de vouloir souvent parler du monde, en marge du monde, de façon un peu fade. Je voulais vraiment donner de la vie à des histoires qui nous concernent, qui traversent des espaces universitaires, et que je trouvais assez intéressant aussi d'en parler de façon normale, sans des mots complexes, pour que ma petite sœur, par exemple, qui n'est pas forcément universitaire, puisse comprendre avec des mots vraiment pas très, très compliqués, pour que ma fille, qui m'accuse d'être universitaire et d'être dans une bulle, on utilise des termes compliqués, puisse avoir accès à cette histoire-là et qu'elle comprenne en fait que ce qu'on dit dans les espaces universitaires peut aussi tout à fait la concerner. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce format pas tout à fait universitaire. Voilà. Super. J'aurais d'autres questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, si les gens ont ligne. Est-ce que tu veux intervenir? Je vais d'abord laisser ma parole à mes collègues. Je vais juste rétablir, est-ce que tout va fonctionner? Oui, on va faire un test. Je pense que... Ah, allez-y. Bon, le hibou a décidé de nous prendre. Alors, ça marche. Vous pouvez tous parler. Moi, ça va pour l'instant. Ça va? Non, moi, ça va. Je suis encore. Je vais réagir tout à l'heure. C'est vrai, je dirais que je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui parce qu'il y a longtemps que je recherchais deux personnes comme vous, si vous ne croyez pas, parce que j'ai le grand bonheur et la chance d'être à la base de la construction de l'Observatoire IGEA, qui est dédié à l'autonomisation des femmes, des filles et des adolescentes dans la francophonie. Et dans la foulée, j'ai le grand honneur de travailler avec le prix Nobel Mukwege en RDC. Et c'est moi qui suis directrice des études juridiques de ICAR, le centre de recherche du docteur Mukwege, formé par la Fondation Panzi. Et bien évidemment, lorsque je vous ai entendu parler de la façon dont vous avez tenu compte du contexte gabonais pour initier le mouvement MeToo au Gabon, avec cette histoire de goudronnier, de ci, de ça, je me suis dit, mon Dieu, que j'aimerais travailler avec quelqu'un qui ait cette culture du milieu en RDC, pour lutter contre le viol comme arme de guerre actuellement, et des petites filles et tout ça. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin. Mais là, je me disais, je vais poser une question exploratoire et un petit peu égoïste à la mesure où j'aimerais que ça serve à l'Observatoire IGEA. Dans quelle mesure notre leitmotiv, l'autonomisation des femmes et des filles dans la francophonie, notre leitmotiv pourrait-il profiter de mise en contexte du même type que de balance ton corps à balance ton goudronnier? Est-ce que ça pourrait être reçu comme hégémonique, parce que ici, du moins dans l'université occidentale, l'autonomisation des femmes, des filles et des adolescentes, c'est considéré comme un cercle vertueux qui permet à la fois de bénéficier à l'éducation, à l'économie et à toutes sortes de choses. Mais est-ce que ça peut être reçu comme quelque chose des Blancs, des Occidentaux, qui veulent encore imposer leur forme de justice égalitaire entre genres à leur façon? Je vous pose cette question à toutes les deux. Et d'abord à ma collègue. Alors, la question est très intéressante. La petite expérience que j'ai des espaces universitaires et aussi en tant qu'individu de mon mouvement au sein de la société me fait comprendre que pour que le discours arrive plus rapidement au public concerné, il faudrait tenir compte de l'élément social, en fait. Il faut adapter le langage pour que les gens comprennent, en fait, que ce n'est pas un élément d'importation. C'est pourquoi il faut aller entrer dans le langage qui est parlé dans l'espace d'exploration et aussi, parfois, adopter les mots mêmes de ces... Ce qui n'a pas été fait. Exactement. Et parce confirmer. Si j'avais dit, moi aussi, ou encore balance ton port, et je l'avais exporté au Gabon,
beaucoup de Gabonais et de Gabonaises auraient pensé que c'était une importation occidentale. Or, à partir du moment où je dis balance ton goudronnier, le mot leur parle et ils se rendent compte que c'est une réalité qui nous concerne. Et à ce moment-là, ils sont plus interpellés. Si je vais avec des termes, c'est pourquoi je pense que plusieurs luttes qui auraient pu fonctionner dans plusieurs pays ont peut-être échoué parce qu'elles n'ont pas tenu compte de l'élément imaginaire. Il faudrait tenir compte de l'imaginaire, entrer dans l'imaginaire du public qu'on veut atteindre pour qu'on puisse facilement atteindre aussi, finalement, et conscientiser ces gens-là. Il y a plusieurs mots qui sont importés. Et tant qu'on n'a pas travaillé l'élément de l'imaginaire, le langage, entrer même dans les subtilités du discours, on aura peut-être échoué et on va finalement caresser l'intention sans aller au cœur des choses. Et c'est pourquoi, quand je dis au Gabon, balance ton goudronnier, mais les gens, ils se retrouvent. Quand on dit balance ton port en France, certainement, c'est un élément de socialisation ou un langage courant là-bas, mais ils se retrouvent. Moi aussi, certainement, les gens se retrouvent. MeToo, ça se retrouve. Si j'avais dit MeToo au Gabon, dans un pays où déjà on n'est pas anglophone, les gens n'auraient jamais pu comprendre, en fait. Et justement, ce qu'on ne comprend pas aussi, j'ai souvent un critique banal, hein, former, informer pour transformer. Tant qu'on n'a pas formé des jeunes femmes en l'occurrence, pour qu'elles se rendent compte en fait qu'une fois qu'elles sont formées, elles ont les armes pour pouvoir se défendre. Une fois qu'elles ont la bonne information, elles savent où aller, elles ne pourront pas savoir comment se transformer et être autonomes. Donc il y a vraiment des mécanismes simples parfois qu'il faut utiliser pour que les gens se rendent compte en fait qu'il n'y a pas nécessairement une tentative d'hégémonisation, mais juste un discours collectif commun qui permettra que l'on puisse trouver chacune et chacun des éléments respectifs qui nous concernent en fait. Donc, c'est toujours important de travailler directement avec les populations concernées, tenir compte aussi surtout de leur avis, parce qu'on commet aussi peut-être une erreur, c'est de penser qu'en tant qu'intellectuel, on sait mieux que les populations ce qu'elles veulent, alors que non. Moi, j'ai été dans des zones rurales au Gabon, mais j'ai reçu des leçons de féminisme de la part de personnes qui n'avaient jamais rien lu, des grandes écrivaines. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire en fait que les savoirs se valent à un moment donné et on apprend forcément les gens, quelle que soit leur formation intellectuelle, leur situation sociale. Tout le monde a forcément quelque chose à donner à tout le monde. D'où l'arrêt de la construction qui devient vraiment à devenir omniprésente. Tout à fait. Merci. Oui, moi j'ai fait mon doctorat, j'ai fait 8 mois de terrain au Nord Kivu, au Nord Saké, auprès de groupe de femmes justement qui avaient été victimes des violences et des conflits armés. Là, je vais mettre peut-être ma lunette un peu d'anthropologue du droit, parce que je pense qu'il faut faire attention de ne pas reproduire un peu notre biais occidental du système juridique étatique qui met l'accent beaucoup sur l'autonomie individuelle, qui responsabilise les actrices sociales qui elles-mêmes doivent aller dénoncer. Parce qu'il peut y avoir un risque de vulnérabiliser encore plus les victimes. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans le cadre de mes recherches. J'ai rencontré une veuve qui contestait la pratique du lévira. Le lévira, en fait, c'est quand une veuve est forcée d'épouser le frère de son mari défunt pour perpétuer la lignée patrilinéaire. Puis, donc, elle a contesté cette pratique-là devant le chef coutumier local parce qu'il faut savoir que, bon, dans plusieurs zones, je parle de l'Afrique en général, mais surtout au Nord Kivu, c'est les chefs coutumiers qui ont un rôle prédominant dans toute la régulation sociale, qui disent un droit aussi, là, qui règle les conflits entre les gens dans la communauté. Donc, cette veuve est allée contester cette pratique-là auprès de son chef coutumier. Son chef coutumier lui a donné raison en vertu du Code civil congolais, mais pour se venger, les frères de son mari sont allés assassiner son fils aîné. Alors, c'est un exemple quand on dit qu'il faut autonomiser, il faut former les femmes et tout. Il faut faire attention de bien connaître le contexte local. Et puis souvent, dans les interventions occidentales, que ce soit les réformes d'état de droit ou bien les réformes judiciaires, on reste toujours au niveau, le local pour nous, c'est au niveau national, sans vraiment tenir compte de la régulation sociale qui existe déjà dans ces communautés-là, dont le rôle des chefs coutumiers, mais aussi toute la connaissance des femmes, des associations féminines locales qui connaissent ces enjeux-là,
puis les dangers aussi pour éviter ces risques-là. Oui. J'aurais une question. Je vous passe la caméra. Voilà. Oui. Bon, voilà une discussion qui m'enthousiasme vraiment. D'ailleurs, je le dis à nos auditrices et à nos auditeurs via web, le livre de Ottomanda est absolument remarquable. C'est vraiment un livre remarquable. Bon, cela dit, je pose ma question. Dans vos deux réponses, vous avez, Odom, vous avez évoqué la question des savoirs qui ne sont pas des savoirs scientifiques, des savoirs populaires, des savoirs traditionnels. Une des grandes questions que nous nous posons actuellement à l'université, on est en pleine université du Nord, on va dire, du Nord global, c'est la manière de médiatiser ces savoirs qui ne sont pas des savoirs qui correspondent au modèle rationnel, au modèle discursif, on va dire, occidental traditionnel. Comment médiatiser ces savoirs en contexte universitaire? Autrement dit, comment en tenir compte? Violaine a parlé de co-construction, bien sûr, mais il y a un travail aussi de filtrage, d'une certaine façon, qui doit être fait. Comment le faire à partir de votre expérience? Et l'autre question qui est un peu en lien à Eileen, il s'avère que moi aussi, je m'intéresse à l'anthropologie du droit, et en ce moment, je suis en train je co-dirige un numéro spécial du German Law Journal qui, justement, veut démontrer l'intérêt de l'anthropologie du droit au monde juridique plus traditionnel. Et les questions qui se posent sont évidemment nombreuses, mais on parle aussi de cette transposition de savoir recueilli à partir d'une méthode et d'une perspective anthropologique, ethnographique dans le droit. Comment peut-on utiliser ce savoir-là pour faire avancer, on va dire, la pensée juridique? Et ce n'est pas si simple que ça. Parce que la question que nous nous posons, moi et mes deux co-éditeurs de ce numéro-là, c'est, je dois convaincre des avocats, des notaires, des juges qui sont formés au droit positif occidental, qui voient souvent ces savoirs, parfois même des savoirs juridiques, comme étant des trucs culturels, donc non juridiques, dissociation droit-culture, de la pertinence de ces savoirs pour leur propre pensée, pour leur propre praxis. Et donc, je voudrais vous entendre là-dessus. Donc, la médiatisation des savoirs qui ne se présentent pas sous une forme traditionnelle ou telle la forme reconnue par l'université occidentale de la modernité, en contexte universitaire, dans une perspective de décolonisation des savoirs, et cette perspective anthropologique et la migration de perspective et peut-être l'intégration de certains de ces volets en contexte juridique. Donc voilà. Alors, déjà, le caractère scientifique d'une étude obéit en fait à des canaux et à des logiques occidentales. Ça veut dire que les paramètres sont déjà d'emblée quelque peu biaisés. Ça veut dire que ce qui est logique pour l'occidental n'a pas à l'être pour ma grand-mère. Donc, tant que nos paramètres d'appréciation seront basés sur une sélection portée par le centre européen, évidemment, l'université qui en est l'une des figures paradigmatiques aura toujours l'impression que nos savoirs sont périphériques, alors que la périphérie, c'est une construction. Pour ma grand-mère, il n'y a rien de plus périphérique que les études occidentales, parce que justement, ce n'est pas son univers immédiat, ce n'est pas son mécanisme de raisonnement. Et je crois que peut-être qu'on gagnerait en tant qu'universitaire, ayant intériorisé les canevas et les mécanismes occidentaux d'appréciation, de déconstruire nos paramètres foncièrement. C'est là, à mon avis, toute l'erreur que nous commettons. Parce que moi aussi, indirectement, je voudrais trouver des logiques d'analyse, des mécanismes que j'ai aussi, chemin faisant, intériorisés comme étant la norme. Alors qu'une norme qui a trop d'exceptions pose quand même problème. On ne peut pas avoir plus d'exceptions que la norme. Alors que la norme, ça vous impose un style de regard.
si on commence à déconstruire, à désapprendre nos mécanismes analytiques, on gagnera consubstantiellement à nous rendre compte qu'il y a tellement de possibilités et on intégrerait progressivement d'autres façons de penser, d'autres épistémologies, parce qu'on sait aussi que le système monde a été basé sur l'épistémicide des cultures considérées comme autres. À partir du moment où nous sommes annulés dans notre dignité, notre raisonnement, notre intégrité analytique, ben, il y aura toujours ces dysfonctionnements où on aura l'impression que non, mais cet élément-là ne compte pas. Ce que j'ai aussi compris en tant que sujet venant des Suds, c'est que lorsque l'Occidental ne comprend pas, il vous met de côté. En réalité, c'est son ignorance qui doit remettre en cause. C'est lui qui ne sait pas comment je fonctionne. Et il devrait être alimenté ou animé par plus d'humilité pour apprendre aussi de moi. J'ai été, en 2008, j'ai accouché en Espagne et je suis arrivée à l'hôpital. La personne qui m'a reçue m'a demandé mon nom, ma nationalité. Je lui ai dit que j'étais à l'époque, j'étais gabonaise. Je lui ai dit, je suis gabonaise. Elle m'a dit comment? Gabonaise ou japonaise? Elle ne savait pas que le Gabon existait comme pays. J'ai insisté, j'ai dit gabonaise. Elle m'a dit, en fait, ce qu'on vous demande, c'est votre nationalité, comme espagnole, française, portugaise. En fait, c'est elle qui ignore que le Gabon existe et elle considère que c'est moi qui suis ignorante de sa question. C'est une double ignorance. Et donc, ce sont ces éléments-là et ces choses qu'on vit au quotidien, en fait. Vous savez, vous voyez que l'interlocuteur face à vous ignore qu'elle ou qu'il ignore et vous impose son mécanisme d'appréciation. Et c'est pourquoi, souvent aussi, ben, naturellement, tant qu'on ne considérera pas aussi qu'il y a une expertise considérée périphérique que l'on gagnerait à introduire dans nos espaces universitaires pour grandir davantage, en fait. Et on gagnerait tellement, on gagnerait, mais tellement, à chaque fois qu'on annule, qu'on exclut des gens parce qu'on les ignore, on gagnerait à nous ouvrir davantage et à relativiser la norme en tant que paradigme occidental. Super intéressant. Sur la question de la prise en compte des savoirs, je dois avouer que la recherche féministe s'interroge depuis très longtemps sur ces questions. Et puis, il y a beaucoup de solutions qui existent, en fait. Je suis en train de faire terminer mon postdoctorat en partenariat avec l'Association des femmes autochtones du Québec. Puis en tant que féministe blanche, québécoise, canadienne, qui travaille avec les communautés autochtones, on n'a comme pas le choix de trouver des solutions pour la co-construction du savoir. Puis, une de ces solutions-là qui sera mise de l'avant, c'est de faire des équipes de recherche à 3 têtes, par exemple. Donc, il y a une experte en théorie, donc universitaire, académicienne et tout, une experte en pratique. Donc, développer un partenariat avec des organisations qui travaillent sur les enjeux directement sur lesquels nous, on veut faire la recherche. Puis, les experts en expérience, donc celles qui sont touchées directement par ces enjeux-là. Donc, je vais vous donner un exemple dans ma recherche postdoc, par exemple, j'ai fait un partenariat avec un autochtone du Québec qui était l'expert en pratique, mais on a réussi aussi à financer et à former des chercheuses communautaires autochtones qui travaillaient dans les communautés pour nous aider et pour participer à la recherche. Mais encore là, il faut faire attention aussi des fois, il faut que ça soit équitable. Donc, il faut avoir du financement pour payer, pour valoriser ces savoirs-là, parce que nous, en tant que chercheurs, on fait vraiment tout ça de manière bénévole. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que nos partenaires le fassent également de manière bénévole. Il faut rester sensible aussi aux enjeux et contraintes de temps. Il ne faut pas sursolliciter nos partenaires. Donc, bref, il y a toute des guides, des plans d'action, des manières de faire la recherche, surtout en recherche féministe partenariale, par exemple. Donc, c'est des questions qui se posent et il y a des solutions. Concernant l'utilité d'une approche anthropologique au droit, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la deuxième vie du droit. Donc, pas nécessairement comment les normes juridiques sont définies, interprétées et tout, mais bien comment ce droit-là est reçu
par la société en général. Moi, ma spécialisation, c'est le droit international. Donc, surtout dans un régime de droit qui est souvent taxé d'être peu effectif, un peu déconnecté des réalités locales. Ce que je trouvais intéressant avec une approche anthropologique, c'est de voir comment ce droit-là, qui est international, rentre en interaction avec le droit national, le droit local, mais aussi beaucoup comment les acteurs sociaux, les actrices sociales vont mobiliser ces normes-là pour revendiquer des droits. Puis finalement, quand on parle de réforme judiciaire et tout, d'effectivité du droit, est-ce que la loi elle est bonne ou non, là, au caractère, cette lentille anthropologique ou sociologique aussi, je pense que c'est essentiel. Il faut que j'intervienne. Je voudrais d'abord intervenir dans ce débat-là et ensuite poser une question à ma collègue Odom Andon. D'abord, Jean-François Gaudreau-Desbiens nous pose la question comment faire pour dialoguer utilement l'anthropologie du droit avec le savoir juridique en place. Et je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce. Vous proposez des solutions, mais les solutions sont toujours sans regarder l'éléphant dans la pièce, et on fait comme si le savoir spécifique en faculté de droit, c'était un savoir comme tous les autres. D'abord, il ne faut pas obliger que les savoirs qui prennent le droit comme objet, ils ne le prennent jamais comme savoir spécifique en faculté de droit. Les sociologues le prennent comme pratique sociale, les anthropologues le prennent pour une norme comme une autre, alors que le savoir spécifique en faculté de droit, il fait partie du projet moderne de l'État de droit et il n'a pas un statut comme les autres. Alors, l'éléphant dans la pièce, c'est de dire quelle est la relation utile qu'on peut avoir avec la culture juridique comme savoir en faculté de droit et tous les savoirs expérimentaux. On n'oubliera pas que la sociologie, que l'anthropologie, tout ça, c'est savoirs expérimentaux. Leur histoire n'est pas la même, leurs objectifs fonciers n'est pas la même. Alors maintenant, ce qu'il faut, et ceci avec respect, il faut arriver à une ethnologie des cultures disciplinaires. Ce que Sophie Caratini dit l'anthropologie de l'anthropologie et ce que Bourdieu dit la sociologie de la sociologie. Il faut arriver à questionner ça, et ça, c'est encore un éléphant dans la pièce. Et quand on se demande qu'est-ce qui peut être utile à qui, ben, il faut être capable de contempler ça. Et moi, je dirais que la première chose à faire à la racine, c'est de se demander quels sont les statuts des deux cultures, quelles sont leurs origines communes, quels sont leurs objectifs historiques. Et ensuite, il faut ce que les théoriciens de l'interdisciplinarité nomment la phase de négociation. Trouvons un espace de convergence, d'intérêt commun. Qu'est-ce qu'un anthropologue peut avoir en commun avec les savoirs de l'état de droit? Et ce n'est qu'à partir de cette négociation où chacun est conscient de ses spécificités, de ses différences, de ses ethnocentrismes potentiels. Hein? Et là, ce n'est que là qu'on peut faire une interdisciplinarité horizontale, sans surplomb, sans sociologues qui regardent le droit comme des petits qui sans raison, et ça n'est jamais fait. Et c'est là qu'on doit commencer à le faire. Alors, je dis ceci, bien sûr, avec respect pour tous les travaux anthropologiques. J'en fais partie, je suis une sociologue du droit à la racine, mais il faut qu'on arrive à ce que j'appellerais maturité épistémologique dans le dialogue avec les savoirs en faculté de droit. Et c'est là qu'on est encore un peu réduit par tous ces savoirs externes qui nous ont gardés comme des petits, comme des gens qui n'avaient pas vraiment un savoir digne de ce nom, alors que la théorie à révolution des sciences du XXe siècle redonne ces lettres de noblesse au savoir spécifique en faculté de droit. Mais je sais, Jean-François, que tu connais mon discours réanoblissant du droit, mais j'aimerais vraiment qu'on y arrive. Ma question, lorsque je vous ai entendu parler des féminismes du Sud, moi, je suis une grande fan de Boaventura de Sousa Santos, du mouvement des émancipations des épistémologies du Sud. En plus, probablement qu'on a en commun d'avoir lu les travaux de ce grand monsieur, à chacun sa raison, aussi et ça. Est-ce que vous vous considérez comme appartenant au mouvement de Boaventura de Sousa Santos? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, sans avoir lu des épistémologues du Sud, avant même d'avoir pénétré leur texte, on se rend compte qu'il y a tellement de similitudes. On arrive aux mêmes conclusions
Et donc, c'est comme ça interpelle. Oui. C'est bien logique. Il n'est pas possible que des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas décidé d'écrire un livre conjointement, puissent aboutir à une conclusion. Et donc, justement, ça rejoint la question de Jean-François tout à l'heure. Comment faire en sorte qu'on puisse inclure d'autres savoirs pour pouvoir compléter la réflexion et la mûrir dans les espaces universitaires. Oui, oui, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si je me considère comme telle, mais l'étiquette m'a prêté, étant donné que je suis née au Gabon et que je suis devenue espagnole, je serai toujours politiquement considérée comme épistémologue du Sud. Et aujourd'hui, je réaffirme et revendique cette étiquette-là, parce que ça dit aussi beaucoup de comment les rapports politiques sont structurés en termes de discours, en termes de catégorisation des corps, en termes de hiérarchisation des savoirs. Et donc, ça devient aussi une posture politique. Oui, aujourd'hui, je me revendique par mécanisme de contournement comme étant une penseuse du Sud. Voilà. Je vous écoute, mais vraiment, je suis, comment dire, à plusieurs niveaux séduit. Parce que la question que vous posez n'est pas simple. Mais tout le monde la croit simple. Il suffit qu'on parle, et c'est entendu, on se comprend, et on peut faire les choses ensemble. Or, vous le savez, rien n'est simple dans ce que nous disons. Même à partir des catégories implicites, des catégories les plus simples, et vous allez parler du temps, vous allez parler de la personne, vous allez parler de beaucoup de choses. Parce que, apparemment, nous parlons la même langue qu'est le français, mais la représentation qu'on donne, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, que ce soit à Québec, n'est pas la même. D'où, à chaque fois, la question pour moi, au fond, nous avons cette forêt qui est la langue française, où nous piochons les mêmes mots, mais où les mêmes mots n'ont pas de signification. D'où la première question, c'est quelles sont les épistémologies premières? Fond, je dirais, quand j'entends mes amis québécois parler, il y a beaucoup de choses que je n'entends pas. Je crois entendre, mais je n'entends pas, et j'ai besoin de traduction. D'où la question de la traduction est importante. Vous allez, on en parlait avec Madame Lemay, vous allez dans un pays, elle est allée au Gabon avec son mari, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et vous pouvez y passer beaucoup de temps, mais si vous n'avez pas le bon traducteur, c'est qui? C'est celui que j'appelle le passeur des épistémiques, c'est-à-dire celui qui permet de naviguer entre les deux mondes et de vous donner, je dirais, la richesse, la quintessence, les postures. Et à ce moment-là, une chose se passe, c'est que vous commencez à sourire, vous commencez vraiment à comprendre et vous voyez que la distance culturelle que vous aviez avec l'autre. Or, cette distance culturelle, nous, et notamment notre métier, j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez de votre père, parce que j'ai moi aussi eu un père instituteur, c'était tout à fait ça. Et eux, à la limite, ils ne déconstruisaient pas. On attendait d'eux qu'ils déconstruisent en disant ça, c'est ce que tu dois savoir parce que tu vas lire et tu vas travailler dans le monde francophone. Mais ça, voilà autre chose qui te permet de mieux faire, je dirais, de mieux sentir le jeu entre ta culture franque, je dirais même ta culture gabonaise et ta culture française. Ça aurait été quelque chose de génial. Mais ce travail-là, il n'est pas fait. Et je crois que peut-être à mon avis, c'est que le monde qui va, on passera beaucoup plus de temps à décoder les malentendus culturels qu'autre chose. D'où le travail important et la méthode anthropologique, la méthode de mise entre parenthèses de soi pour vraiment écouter l'autre devient quelque chose de fondamental. Donc la question des épistémés, cher Jean-François, est une question majeure pour que, vous voyez donc, pour que les universités, je disais hier
bel article du recteur sur ce que doit être l'université qui m'a beaucoup apporté et émis parce que, au fond, nous partageons les mêmes idées. Mais ce travail de déconstruction, ce travail d'amener à une conscience critique, c'est le seul lieu où on peut le faire, c'est l'université. Et c'est pour ça que, je dirais, nous devons encore plus nous mettre au travail, parce que si nous, on n'interroge pas, tout le monde est tellement sûr, ils sont tous sur des certitudes, et ça me rend fou. Et on croit qu'il y a des équivalences automatiques. Il n'y a aucune équivalence automatique. Nous devons, à chaque fois, se poser la question, est-ce que quand vous dites ceci, c'est vraiment ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Si je n'ai pas encore vraiment compris ce que vous dites, c'est que je ne suis pas, je dirais, à même de partager et de travailler. Donc, vous avez donné la posture de la vieille grand-mère, vous avez donné la posture de nos papas à l'instituteur. Bref, tout ça me paraît, au fond, nous sommes dans la même situation qu'eux. Nous sommes dans la même situation qu'eux, avec, je dirais, le terrorisme de ceux qui, et heureusement encore que nous sommes dans les sciences sociales et humaines, parce que nous sommes à milieu de ceux qui sont dans je dirais, le monde purement, entre guillemets, scientifique et qui croient en une seule vérité. Et ça, à chaque fois, il faut à chaque fois leur dire que ce qu'ils croient dire en une formule, comment vont-ils le traduire? Je dirais, moi, c'est la question que j'étais il n'y a pas longtemps encore dans une thèse de logique mathématique, et je posais la question à l'étudiante qui soutenait ça. Je dis, c'est très beau ce que vous venez de dire, les équations que vous venez d'écrire, mais je vous défie d'expliquer ça simplement à votre enfant. Et à plus forte raison à votre maman, parce qu'il y avait aussi la distance culturelle. Absolument. Donc, comment? Or, c'est ça le grand enjeu, parce que si ça passe là, eh bien, tout passe. En tout cas, je voulais simplement ajouter ça en disant que nous sommes en chemin, je crois à une rencontre des épistémés, je crois comment dire, peut-être pas à la co-construction d'un projet qui peut être commun, mais après avoir mis, je dirais, toutes les parenthèses, toutes les distances, toute notre intelligence, c'est comme quand vous voulez expliquer un masque, c'est comme quand vous pouvez être, comment dire, vous allez tomber amoureux de du masque artistique, pas le masque. Vous pouvez être un objet d'art, vous pouvez tomber amoureux de l'objet d'art, mais vous ne l'avez pas encore approché. Il reste toujours à distance. Voilà. J'aurais une petite question, rapido. J'écoutais dans l'aventure et je vous écoutais. Et me vient une question. Évidemment, je mets encore une fois mon chapeau universitaire qui réfléchit à la fois comme chercheur, mais aussi comme administrateur universitaire aux enjeux d'interculturalité. Et je me pose la question, quelle est la place de l'humilité dans les rapports interculturels, dans les rapports interépistémiques? C'est le maître mot. Et la question, non, mais la question est très sérieuse. La question est très sérieuse et peut-être un peu provocante parce que l'humilité n'est pas quelque chose qui est très pratiqué dans les universités. Il a mis le doigt sur le nid de guerre. C'est le nerf de la guerre. Je dirais même plus, il le dit avec beaucoup d'humour. Oui. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Mais ce n'est pas une question rhétorique. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je crois que c'est le cœur même. Des polémiques stériles, c'est le cœur même. C'est l'absence d'humilité qui fait en sorte que chacune s'enferme dans son axe, dans son regard, dans son paramètre, convaincue qu'elle gagnerait des voix, les gens devraient plutôt converger dans son sens. Moi, je suis davantage critique vis-à-vis de ce qu'on appelle la figure de l'intellectuel. Je pense qu'il y a une présomption de savoir, une présomption, un faux complexe de supériorité, je pense. Voilà.
on doit être animé de beaucoup plus d'humilité. C'est pourquoi je dis, je rejoins justement en disant que j'ai été régulièrement, d'ailleurs, je le fais désormais comme un exercice de désapprentissage. Je vais régulièrement dans les espaces ruraux au Gabon, je parle auprès des femmes, je leur pose des questions simples et je note et j'apprends. La plupart des théories que je conceptualise dans mes livres sont le fruit de réflexions que ces femmes-là m'ont apprises, en fait. Je me rends compte, en fait, mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Il faudrait qu'on apprenne et qu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est là le maître mot. Apprendre toujours et finalement de savoir qu'on a peut-être une expertise avérée dans un domaine spécifique sur un point précis et que la conjonction des points fait la diversité de toute la richesse qui nous anime. C'est comme je disais, pour moi, la première personne qui m'apprend les outils du féminisme, c'est ma grand-mère maternelle. Et pourtant, elle savait à peine signer sur une fiche de paie. C'est elle qui, encore il n'y a pas longtemps, en juillet dernier, en décédant, a refusé de se marier dans un système que l'on peut imaginer patriarcal et dans des zones rurales très reculées. Et ne voulait rien entendre quand on parlait de fiancée me concernant. Elle disait non, le mariage, c'est vraiment une prison pour les femmes. Et pourtant, elle n'a jamais rien eu de personne. Et aujourd'hui, les grandes penseuses disent que c'est un système carcéral qui tient les femmes sous tutelle permanente. Et pourtant, elle n'a pas eu besoin de lire des grandes penseuses que nous respectons. Et donc, c'est pour dire aussi que je crois que les droits que nous revendiquons sont finalement, mais dans le sens sans ambiguïté aucune, sont vraiment universels. Cela veut dire que le sentiment de justice qui peut m'animer dans un village reculé est le même sentiment qui peut animer une personne dans une zone rurale canadienne, en fait. Il y a vraiment des droits que nous revendiquons tous et toutes en tant que droits humains, que nous ressentons avec la même intensité, quels que soient nos espaces de vie. Voilà. Oui, ben, j'aurais une autre question pour vous aussi, dans cette lignée-là d'interculturalisme et tout. Dans votre ouvrage, vous partagez votre expérience personnelle en tant que femme issue d'une minorité politique, mais qui cherche malgré tout à sortir des sentiers battus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ce que j'appelle chercher à sortir des sentiers battus, j'ai eu par les hasards de l'histoire peut-être l'opportunité très tôt de naître au sein d'une famille où nous étions en majorité écrasante, ma mère et moi. Donc, je suis fille unique et j'ai 4 frères. Et donc très tôt, je n'aimais pas des mots, mais je me rends compte avec une certaine distance aujourd'hui critique que c'était ça le mécanisme de ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat en fait. Lorsque mes frères peuvent sortir, aller jouer, et qu'on me demande de rester à la cuisine avec ma mère, lorsqu'on me demande de faire plus d'efforts. Et aujourd'hui, je suis, et je l'assume, je suis victime peut-être, je l'assume, j'ai en permanence le syndrome d'imposture. Il y a des choses que je n'osais pas faire à l'époque parce que je considérais que ça ne me concernait pas. Parce que très tôt, il y a un discours qui revient souvent où on vous confine dans les carcans. Une femme ne doit pas faire ça. Tu te comportes comme un homme. Donc, ce sont des questions, des injonctions tacites pour te faire cocher certaines cases spécifiques et pour que régulièrement et progressivement, tu finisses par être construit d'une certaine façon ou pas. Il a fallu aussi, heureusement, que je vive dans un espace qui n'avait rien à voir avec ma famille d'origine. Quand je m'en vais au Sénégal pour aller étudier, je commence à me rendre compte aussi que finalement, l'identité africaine était un gros leurre. L'identité africaine n'existe pas, c'est une fiction coloniale. On a été essentialisés comme des corps autres et on a considéré alors que l'Afrique, c'était une seule et même chose. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Il suffit d'être au sud du Sahara pour se rendre compte de la grande diversité culturelle et identitaire qu'il y a. Donc, l'Afrique, ça n'existe pas en tant que corps monolithique. Et quand je quitte le Sénégal pour aller en Espagne, où j'ai beaucoup vécu et où je suis devenue aussi quelque peu de ce pays-là, je me rends compte aussi finalement qu'il y a une certaine renommée qui me précède. On me demande à chaque fois d'être une authentique africaine. Mais c'est quoi être une authentique africaine? Moi qui ai juste grandi comme étant une femme, je me rends compte en fait qu'il y a non seulement le fait d'être femme, mais on est aussi une femme africaine. Et on attend d'une femme africaine une certaine façon d'être, certains critères, certaines attitudes. Et là, malheureusement, je ne correspondais pas aux critères de ce qu'on considère être une femme authentique africaine. Parce que j'étais diplômée, parce que j'étais universitaire, je faisais une thèse, et ils me disaient à chaque fois, les gens qui me posaient des questions me disaient,
vous n'êtes pas une authentique africaine. Et ils voulaient que je leur raconte des histoires de maris qui me violenteraient, des histoires de guerre, alors que mon pays n'était pas en guerre malheureusement, ou heureusement, à cette époque-là. Et puis, mais je n'étais pas mariée en fait. Ils voulaient savoir comment j'étais venue de façon illégale en Espagne, mais moi je ne suis pas venue de façon illégale en Espagne, en fait, c'est pas le problème. Donc, il y a vraiment une construction qui est faite pour que nous répondions à des carcans systémiques et qui arrange aussi le discours ambiant parce que changer, se déconstruire, c'est très laborieux, changer. Et se rendre compte que non, mais attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, j'ai eu des amis, par exemple, qui m'ont posé la question de savoir, en voyant passer deux Noirs, ils me demandaient si je savais ce qu'ils disaient. Et moi, je leur disais, quand deux Russes passent dans la rue, toi, en tant qu'Espagnol, tu peux savoir ce qu'ils disent. Et donc, du coup, spontanément, ils se rendent compte qu'il y a une déconstruction à faire. Il y a vraiment une ignorance normalisée où on attend de moi une façon d'être. Et donc, c'est pourquoi je considère aujourd'hui qu'il y a un très grand travail, mais à tous les niveaux. Hein. J'ai été dans des colloques en France où des collègues spontanément venaient à la fin de la communication me féliciter parce que je parlais un mot français. Et je me disais, attends, à ce stade-là, ces gens-là ne savent pas que la langue officielle de mon pays, bien malgré moi aujourd'hui par les mélanges de l'histoire, est quand même le fruit d'une colonisation. Comment peut-on, à ce niveau de culture prétendument universitaire, ignorer qu'une Gabonaise a pour langue nationale et officielle le français, et qu'étant scolarisée dans le système francophone, c'est normal quand même, dans un espace universitaire, dans un colloque où, à minima, chacun doit quand même avoir pour langue de communication le français, que je parle quand même un peu, relativement bien, le français. Et donc voilà, ce sont des choses comme ça, en fait, au fur et à mesure, qui nous poussent à réfléchir sur les carcans de l'âge dans tous les sens. Je ne sais pas quelle est la question initiale, mais je crois que je sais dans tous les sens. Donc voilà, la question d'être femme africaine universitaire m'a beaucoup poussée à me déconstruire et à écrire sur des choses que je considérais être des banalités. Donc ce que je raconte dans ce livre, ce sont des banalités pour moi, mais ce sont des choses qui interpellent les gens qui me voyaient autrement que comme une personne tout simplement. Et je n'avais pas à être une femme africaine parce que la femme africaine est une invention coloniale. Et je ne pouvais pas être un cliché parce que le cliché, c'est encore un fantasme. En fait. Donc, il faut vraiment des consciences sérieuses de confirmer les carcans. La question des identités, je voudrais en revenir, mais c'est une question qui est terrible, au sens où quand on interroge sur les identités et qu'on cherche à les circonscrire dans des espaces ou par rapport à une histoire ou par rapport à une origine, on se fourvoie totalement. J'ai tendance à penser que c'est bien partagé avec tout ça et poser la question à vous deux. Est-ce que finalement l'identité, la vraie question de l'identité, on ne peut pas la traduire par le projet, au sens où quelque chose que nous avons à inventer. Parce que vous avez parlé de vos sujets, de vos passions, vous-même de vos travaux, et je me demande finalement si on lie l'identité à une histoire, à un livre, à des, comment dire, à des acquis, à des postures, on la détruit toujours parce qu'on empêche ainsi une communication vraie. Or, il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'interrègne, c'est-à-dire qu'avant, une sorte de montée en humanité, et je me pose la question, est-ce que finalement, ce n'est pas là où nous allons, à savoir des identités projets, construire, c'est ce que je vais construire avec d'autres, c'est ce que je veux. Est-ce que c'est pas ça qui serait peut-être, moi je parle en philosophe bien sûr, est-ce que ce n'est pas ça qui devrait être, on voit par exemple, on vient de vivre en France, dans les élections françaises, on est obnubilé par l'extrême droite, etc. Et bon, il manque quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose au monde.
c'est le projet. Alors, je pense que l'identité, c'est une entité polymorphe autogénératrice. Cela veut dire que sans vous avoir demandé d'autorisation, spontanément, vous vous rendez compte que vous êtes devenu autre chose. Même si, par effet de nostalgie, on veut toujours demeurer ce qu'on était avant. Oui. Elle est autogénératrice parce qu'elle est autonome, finalement. Elle ne vous attend pas. Elle se rit des frontières, décide de faire de vous ce que vous voulez, au gré des espaces que vous fréquentez, au gré de ce que vous devenez au fur et à mesure de votre esprit critique, des lieux que vous fréquentez. Je pense souvent, je prends un exemple banal. Je dis souvent, quand on me demande de me présenter parce qu'il faut bien choisir et parce qu'on a besoin de mettre des étiquettes, et je le dis parce que c'est vraiment une réalité. Je suis de citoyenneté gabonaise, nationalité espagnole et sénégalaise par option. Et j'explique souvent pourquoi. La citoyenneté, en fait, ce sont les hasards de l'histoire qui ont fait que géographiquement, je naisse au Gabon. Donc, je serai viscéralement connectée à ce pays-là, quelle que soit la situation. Si quelque chose arrive au Gabon aujourd'hui, même si je ne vis pas au Gabon, je serai profondément affectée parce que dans mon identité d'origine, on est du lieu où sont enterrés tes ancêtres. Donc, je serai éternellement citoyenne gabonaise. Je suis de nationalité espagnole parce que c'est un processus administratif. J'obéissais à quelques critères qui ont permis que juridiquement je devienne espagnole. Cela ne peut pas dire que j'ai arrêté d'être gabonaise, ni femme. La preuve, c'est que je continue de parler ces langues-là. Je continue d'être toujours attachée et rattachée à ma famille d'origine. Et je deviens sénégalaise par option. Pourquoi? Je fais la différence entre l'adoption et l'option. Je considère qu'être adopté, c'est lorsque on est mineur et que la décision de ta vie ne dépend pas de toi. Donc, tu es adopté. Et l'option, c'est quand tu choisis en tant qu'adulte. Aujourd'hui, si je n'aime pas le Sénégal, je peux décider de venir vivre au Québec parce que c'est ce qui me plaît. Je peux décider, n'étant pas à l'aise au Canada, d'aller vivre en France parce que ça me plaît. Donc, j'ai choisi d'aller vivre au Sénégal. Et comme le Sénégal a des éléments culturels qui m'intéressent, je coche exclusivement ce qui m'intéresse sans être assujetti aux pesanteurs culturelles de ce pays-là. C'est pourquoi je dis que je suis sénégalaise par option. Et donc, ce sont des éléments comme ça, en fait. Et puis après, il y a les frontières et pas mal de choses. Quand j'arrive en Europe et que je suis en France, quand je présente le passeport gabonais au policier, en fait, ce que je veux lui dire, c'est que toi et moi, on parle la même langue. Lui balaie d'un revers de la main mon passeport gabonais et il veut que je lui donne le passeport européen espagnol parce que pour lui, je suis sœur. C'est un pays de l'Union européenne. Donc, ce sont des codes qui permettent toujours qu'on se remette en question. Et puis, il y a le sentiment d'appartenance. On peut ne pas être d'un pays, on peut ne pas avoir la nationalité d'un pays et puis être rattaché à ce pays-là. Je prends l'exemple de des amis de mon petit frère. Ils sont nés au Gabon de parents centrafricains. Jamais ils n'ont été en Centrafrique. Et quand ils ont demandé à être naturalisés gabonais, ils ont eu toutes les peines du monde et pourtant ils ne connaissent le Centrafrique qu'à travers les médias, en fait. Donc, pour moi, ce sont des gens qui ont un attachement d'appartenance culturelle au Gabon parce qu'ils sont uniquement gabonais et bon, pas uniquement, mais ils ont grandi en tant que Gabonais. Ils ont ce sentiment de rattachement à un pays qui les a vus naître, dont ils connaissent les codes et ils ont vaguement eu à travers des histoires rapportées par leurs parents sur les questions identitaires. Donc aujourd'hui, quand je m'intéresse aux questions identitaires, c'est parce que je suis aussi traversée par ces réalités-là. Ce que j'explique ici, ce n'est pas des choses que j'ai apprises dans les livres, mais je les ai vécues. Et j'ai compris qu'en fait, être de passage en transit, être d'un pays, c'est vraiment des subtilités que l'on vit pour mieux les comprendre. Super intéressant. Moi, je pense que les questions identitaires, en fait, ça démontre toutes les limites, justement, du discours juridique libéral occidental sur l'autonomisation des individus. Parce que pendant longtemps, on va mettre l'accent sur les droits individuels. Dans cette perspective féministe, c'est le droit individuel des femmes, par exemple. On va s'attendre à ce que les femmes, une fois qu'elles sont informées de leurs droits, qu'elles connaissent qu'il y a des outils juridiques, elles vont revendiquer leurs droits pour prendre une identité étatique, finalement, puis couper les liens avec la famille, le clan familial, la communauté, pour justement devenir un sujet autonome, libéral, avec des droits individuels. Mais ça cause plusieurs problèmes. D'abord, parce qu'empiriquement, c'est complètement imprimé, parce que les identités sont multiples et cosmopolites et composites. Puis aussi parce que l'identité est souvent utilisée, moi, ce que j'ai remarqué dans le cadre de mes recherches, comme acte politique, en fait.
c'est que les femmes vont choisir de privilégier une identité par rapport à une autre, mais de manière plus ou moins fluide pour aller revendiquer des droits. Je donne un exemple, par exemple, les associations féminines locales au Nord Kivu vont apparaître au niveau international avec une identité de victime de violences sexuelles. Cette identité-là va leur permettre d'aller chercher un soutien international, d'aller chercher des droits, d'aller chercher du financement qu'elles vont ensuite traduire au niveau local avec leurs membres, donc des femmes dans les communautés locales, mais avec une identité beaucoup moins visible parce que pour tous les dangers que ça peut occasionner de revendiquer des droits au niveau communautaire. Donc, c'est une identité beaucoup plus invisible. Un peu, on peut, d'un œil extérieur, comprendre ça comme un peu la soumission à des normes patriarcales et tout, mais quand on comprend ces dynamiques-là, en fait, on comprend que c'est des stratégies politiques, des stratégies de survie. Un autre exemple, c'est, j'ai rencontré une jeune fille qui avait été victime d'un rapt marital, qui est un viol finalement, là, qui a résulté en son mariage avec son agresseur et tout. Puis, quand son mari a décidé de la quitter, elle a décidé d'introduire une plainte au tribunal de grande instance de Goma, mais en tant qu'épouse légitime plutôt que victime de violence, parce que le statut d'identité d'épouse légitime lui permettait d'aller chercher un soutien financier pour ses enfants, pour lui permettre de continuer à survivre, à subvenir à ses besoins. Tandis que l'identité de victime de violence aurait entraîné l'annulation du mariage, le mari aurait été emprisonné, sa famille qui a accepté la dot aurait été emprisonnée, donc il n'aurait pas pu non plus subvenir à ses besoins. Donc, vous pouvez voir que cette identité multiple et composite sert les femmes, puis elle sert à l'utiliser finalement, puis c'est important de le savoir, justement quand on veut faire des interventions juridiques occidentales dans les contextes insulaires. Vous parliez de l'identité comme projet, mais ici, c'est aussi l'identité comme stratégie. Exactement. C'est ça. Exactement. Moi, j'ai eu la chance de donner de l'identité à ma mère. Parce qu'un jour, en allant, on doit lui faire un passeport, on arrive dans les services, la documentation en question, et elle avait sa petite carte d'identité, mais pour demander un passeport à l'époque, première question, où est son père? Où est son mari? Elle avait forcément un mari. Je réponds, puisqu'elle ne parlait pas la langue de l'officier de police, ils sont divorcés. Deuxième question, où est son père? Le grand-père, il vit à 600 km de Libreville, donc vraiment pas possible. Et vous, qui êtes-vous? Je dis, je suis l'officier. Mais écoutez, vous allez rédiger une autorisation parentale à votre maman. Donc, j'ai donc pris mon gros stylo et j'ai donc écrit « Je sous-signé Bonaventure Verneau » avec tous les titres que j'avais, né le fils de, et de, etc., etc., autorise ma mère, madame, né le A. Ce papier, donc, après avoir fait ce papier, c'était là qu'il fallait. On lui a délivré un passeport quelques jours plus tard. Tout ça amène à une réflexion parce que ça se passe en 88 et en 90 commencent les années de la démocratisation en Afrique, les conférences nationales, etc. Et je vais faire une chose, je n'ai pas participé à la conférence nationale parce que c'était une décision personnelle et je pensais que c'était une farce. Et j'ai fait une chose, c'est que j'ai publié l'encart dans le journal à l'époque, je publiais cette autorisation parentale que j'avais faite de ma mère pour voir si les choses pouvaient évoluer. Pendant la conférence nationale, tout le monde en a parlé et on a donc décidé, parce qu'à l'époque, pour qu'une femme ouvre un compte bancaire, déjà avoir circuler pour aller quelque part, il fallait une autorisation du mari, etc. Donc, à ce moment-là, à l'issue de la conférence nationale, la nouvelle constitution qui est écrite fait que la femme
c'est quasiment du copier-coller, en gros, du système occidental. Et ce qui est terrible, c'est que très vite, les constitutions qui vont arriver vont passer leur temps à casser, je dirais, tous ces acquis. Et je dirais, ce qui m'a le plus choqué, ce n'était pas des hommes qui militaient contre ça, c'était des femmes qui militaient contre ça, des grandes dames, des grandes juristes, qui militaient en disant que comment dire, que par exemple, on en était arrivé à ce que si dans le mariage, par exemple, il fallait que le mari qui voulait être polygame demande à sa femme si elle est d'accord. Donc c'était ça que les juristes avaient réussi à réussir dans la Constitution de 90. Ce qui est terrible, c'est que ça va créer des polémiques parce que certaines femmes avaient bloqué, mais d'autres souhaitaient que leur mari ait plusieurs femmes, qu'on soit polygame. Et donc, elles vont déconstruire la loi et on revient à la loi, finalement, bien antérieure à la première qui avait été donnée. C'est tout ça pour dire qu'au fond, c'est pour ça que je parlais de la notion de projet. La difficulté de nos sociétés, de nos pays, c'est qu'on peu regarde au fond, s'il y a une bonne direction, mais peu regarde au fond sur la bonne direction. Et beaucoup regardent un peu partout ailleurs, hein, mais peu regardent la bonne direction. C'est pour ça que moi, je me bats. Je ne suis pas aussi militant que vous en termes de féminisme, mais je me bats vers une direction, voilà, qui m'apparaît importante parce que quand même, nous construisons un projet commun dans nos sociétés et on voit bien que ça coince parfois, ça coince même souvent, mais qu'il faut malgré tout maintenir le cap. Alors, je ne sais pas si c'est comment dire, les propos de quelqu'un qui a atteint un âge canonique, mais de ce côté-là, je me sens toujours très jeune. Voilà. Voilà, merci. Je pense, peut-être pour rebondir, réagir, ce que vous venez de dire, c'est qu'il ne suffit pas d'être femme pour être féministe. C'est déjà la plus grande erreur que nous connaissons. Et on peut aussi être un homme militant et féministe. C'en est un. Donc voilà, en fait. J'ai lu dernièrement le livre de Denis Mukwege, le gynécologue, La force des femmes. J'en ai tellement appris de lui. Avant, moi, je pensais qu'il était, je me trouvais très suspect. Je me disais, attends, un homme africain, féministe, défendant la cause des femmes, que se passe-t-il? Est-ce que ce n'est pas un paravent pour pour entraver les luttes des femmes congolaises qui, justement, sont sur les mêmes questions? J'ai compris que c'était une erreur d'appréciation parce que comme on a été foncièrement conditionné pour être opposé alors que nous sommes liés à des hommes et femmes, je ne considérais pas qu'il soit logique que lui, en tant qu'homme, gynécologue de surcroît, défendre la cause des femmes et la cause des viols. Ce que j'ai juste trouvé comme petite critique que je pourrais faire à ce livre-là, c'est que son pseudonyme, ou celui par lequel on l'identifie, le gynécologue qui soigne les femmes, on devrait peut-être considérer aussi que c'est le gynécologue, comment? L'homme qui guérit les femmes, l'homme qui répare les femmes. Ah oui, mais c'est Mukwege. Oui, bien sûr. Ce que je pense, c'est qu'on devrait peut-être compléter la phrase. L'homme qui répare les femmes que d'autres hommes ont détruit, en fait. Là, ce serait plus complet, plus équilibré. Parce qu'en fait, dire que l'homme qui répare les femmes, c'est peut-être aussi ne pas raconter tout le récit autour de cette destruction des femmes, qui est vraiment très, très, très violent, parce que considérer qu'un corps devienne une arme de guerre, c'est violent. Quand j'ai lu les récits, j'ai aussi voulu lire un autre livre d'une des survivantes, qui est un grand apprentissage et qui travaille aussi justement à l'hôpital Panzi au Congo. Ce sont des apprentissages impressionnants. Et moi, quand je lis des combats de ce genre d'hommes, je me dis que le combat portera ses fruits parce que cet homme africain qui peut être déconstruit et comprendre en fait que les luttes féministes sont des luttes d'équité, il est sur la bonne voie parce qu'il ne s'agit pas de détruire les hommes pour les remplacer par les femmes. C'est juste essayer d'équilibrer parce qu'on a été éduqué dans un système patriarcal qui est
une présomption de supériorité basée sur des éléments d'inégalité qui ont été institutionnalisés en fait. Aujourd'hui, on a carrément normalisé la binarité en institutionnalisant les inégalités. C'est que, voilà, on nous met sous tutelle, c'est ça le système, et là aussi on ne parle pas assez de ça. On ne parle pas assez de l'héritage colonial du patriarcat. C'est que les codes civils que les Africains ont adoptés conjointement sont des codes qui sont des héritages directs du code civil napoléonien, auquel en 1804 dotait l'homme d'une puissance maritale et réduisait la femme en un objet sous tutelle éternellement, juridiquement, économiquement. La thèse de marinage impériale. Et on n'en parle pas assez parce que lorsqu'on parle justement de la soumission des femmes, c'est une construction. Oui. Donc, la soumission des femmes est directement copiée-collée du code civil napoléonien. On n'en parle jamais parce que on se dit, est-ce que c'est vraiment possible que la soumission soit un projet occidental? On n'associe pas directement cet héritage colonial. Ce qui fait que les femmes africaines, en fait, on est confrontées à, on va dire, à des doubles luttes. Il y a ce patriarcat hérité du système colonial, et puis il y a aussi les réalités endogènes auxquelles on doit faire front. Et même la question du genre est aussi une notion très problématique, parce que dans ma langue, le sexe des mots n'existe pas, les mots n'ont pas de sexe dans ma langue, alors que c'est en français que l'on retrouve les féminins masculins. Donc ce sont aussi des notions que l'on doit interroger, et c'est pourquoi il est important que les Africains, du moins ceux qui le peuvent, n'abandonnent pas leur langue. Ça leur donne ce critère et ce double regard pour pouvoir comparer, sélectionner, analyser. Et si je ne parlais pas français, je n'aurais jamais su en fait que le genre était une construction de la langue française. Voilà, ces catégories-là, parce qu'il y a d'autres éléments d'appréciation. En fait. Même quand on conjugue les verbes, le il et elle n'existe pas. Il est neutre. Il indique la troisième personne du singulier. Il n'indique pas la femme ou l'homme. Donc, si on ne sait pas ces choses-là, on sera toujours en train d'apprendre, en train d'ingurgiter des systèmes pour lesquels on devrait peut-être donner aussi des leçons et dire, mais non, non, le genre doit être décolonisé parce que dans la notion linguistique, dans la structure même interne de la langue, cette réalité n'est pas existante. Voilà. Est-ce qu'on peut encore dire quelque chose? Bien sûr. On a encore le temps. Je te passe la caméra sur toi. Ben, moi, j'ai moins une question qu'un commentaire cette fois-ci. Je me doutais que j'aimerais vous entendre, professeur Angone. Mais je ne me doutais pas à quel point j'aimerais vous entendre. Vendredi dernier, je vous ai déjà dit que nous avions une journée consacrée à l'Afrique dans l'Université occidentale. Et mon but premier, c'était de nous amener à douter, parce qu'on sait que la recherche effectuée par des chercheurs africains est très souvent afrocentrée, et on a souvent l'Afrique qui est étudiée par nous, mais qui n'est même pas sujet pour construire son savoir. Et là, on se demandait souvent, mais qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre, faire un échange horizontal avec l'Afrique et quel savoir on pourrait vraiment avoir intérêt à partager de vos savoirs de jeunes. J'aurais jamais cru que nous aurions à apprendre du féminisme d'une femme qui est née au Gabon et qui est de nationalité espagnole parce que ce que j'aime de la position que vous venez de défendre, c'est justement au niveau de la maturité de sa construction identitaire. Je vous explique. Je me suis beaucoup intéressée à la construction identitaire, moi aussi, notamment la construction identitaire au niveau des cultures disciplinaires. Et j'ai observé que la première phase, que ce soit au niveau psychanalytique, individuel ou collectif, elle est toujours, comme dit Amin Malouf dans Les identités meurtrières, comme de l'apparente impossibilité de se construire soi sans exclure l'autre. Elle commence toujours par un moi contre. Et même dans le sentiment océanique avec la mer, le bébé s'exclut de la mer pour devenir enfin un être individuel. Et là, on a aussi Jérémy Weber chez nous qui va montrer dans plusieurs de ses écrits que la genèse d'une identité collective va apparaître avec le projet autour d'une identification implicite ou consciente de valeurs communes.
Et là, ça va se traduire finalement par la fin des nous, eux. Et là, avec votre diatribe sur la nécessité de féminisme homme ou de ci ou ça, on voit réapparaître que oui, il y a la possibilité de la création d'une collectivité mondiale féministe autour de valeurs communes de non-oppression. Et il n'y a plus de nous, eux. Il n'y a plus de balance ton goudronnier, de ton porc. Il n'y a plus de méchants. Une de nos grandes féministes ici, dans les années 70, disait la nuit, je dors avec l'ennemi. C'est fini tout ça. Et je suis heureuse de le voir apparaître dans vos paroles, dans vos écrits. Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on arrive peut-être à un féminisme mondial mature. Je croise les doigts. En tout cas, merci à vous deux. Et je voudrais vous demander à vous deux, est-ce qu'il y a des possibilités de collaboration avec le CRDP à long terme? On verra, mais moi, je serais très intéressée. Je pense que je suis en séjour de découverte déjà et de réseautage finalement. Parce que lorsqu'on est universitaire, l'intérêt, c'est aussi de rencontrer d'autres personnes, s'enrichir de nouvelles formes de pensée. Mais je dois aussi dire que j'ai l'impression qu'historiquement, parce que politiquement, ça a été fait ainsi, nous connaissons l'Europe et l'Occident. Mais l'Occident, on ne connaît pas assez, en fait. C'est ça qui est le paradoxe qu'il faut répandre. Effectivement, c'est ça. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je suis toujours peut-être frustrée de me rendre compte de cela. C'est que l'Occident ne nous connaît jamais assez, et c'est dommage. Et donc, du coup, on est toujours cette énigme, cette matière qu'il faut aller découvrir. On ne sait jamais assez ce qu'on pense, ni comment nous pensons, peut-être parce que nous avons été très longtemps ignorés comme étant capables d'apporter un savoir, d'apporter des richesses humaines au-delà des ressources naturelles de nos pays. On est d'abord une grande humanité, on a tellement de richesses à pouvoir partager et on est peut-être aussi prédisposé à l'ouverture. Et donc, on ne comprend pas pourquoi les portes sont fermées parce que la philosophie, notre philosophie de vie, c'est que l'être humain est au-dessus de tout. C'est lui qui est générateur de richesses. Donc, c'est pourquoi les personnes qui venons de nos régions, nous sommes prédisposés à l'ouverture. Et puis, on est toujours choqués lorsque bonjour coûte de l'argent, lorsqu'on est repoussé spontanément, parce qu'on se dit, attends, mais on voit en l'autre l'humanité qui compte. Donc, logiquement, il y a cette ouverture et je suis tout à fait... Parce que je suis allée au Gabon la première fois et que j'ai entendu le recteur Bonaventure Burdo parler, et là, j'ai compris ce que ça voulait dire que l'avancée, la position première de l'Afrique en matière de pensée critique. Mais là, tout à l'heure, on a parlé de l'humilité comme maître mot. Moi, je pense que c'est peut-être ça, la plus grande richesse des intellectuels du continent africain, parce qu'ils ont peu accès à ce travers qui est comment dire, se penser. La grosse tête. La grosse tête, je sais tout, je sais. Peut-être, oui, vous n'avez pas de prétention d'universalité facile. Ouais, je viens de découvrir une deuxième force. Il y a par exemple une chose banale. Moi, quand j'étais enfant, mes grands-parents parlaient de téléportation, téléprésence. Pour nous, c'était juste pas imaginable. Aujourd'hui, Internet existe et pourtant, ça peut être ce qu'ils considéraient comme. Ils disaient en fait que c'était possible. Ils parlaient de dématérialisation du corps. Et qu'on pouvait être endormi ici et voyager à des années-lumière et revenir. Pour nous, non, c'est pas possible, parce que vous racontez, c'est pas vrai. Bon, évidemment, c'était comme nos cultures sont criminalisées, donc spontanément, on tend à ne pas les considérer. Ma grand-mère, quand j'étais enfant, spontanément, on appliquait les mécanismes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Soigner une plante lorsqu'elle la blesse, faire des choses. Aujourd'hui, être végane, c'est tellement élémentaire chez nous en fait. Manger bio, c'est tellement élémentaire chez nous en fait. Et donc, quand vous voyez que les gens dépensent de l'argent pour ça ici, waouh, mais donc nous, on fait des choses depuis longtemps de façon naturelle en fait, spontanée, voilà. Et c'est tellement de choses et c'est pourquoi je dis qu'on gagnerait à nous connaître et à nous reconnaître. Et puis, on avancerait beaucoup plus rapidement. Oui, je pense qu'on avancerait plus rapidement. Je vais prendre la parole, si je peux l'établir, voilà. Alors, je reprends la parole parce qu'on est au CRDP,
On est très strict sur le temps. C'est quelque chose qu'on s'est donné. Non, ben voilà. Mais non, en fait, j'ai demandé s'il y avait des questions à l'auditoire. Il n'y en a pas, mais il y a un très beau commentaire. En fait, on vous remercie pour la qualité des interventions. Alors, à tous, donc à tous ceux qui sont intervenus, alors merci au nom des spectateurs, on vous appelle comme ça. Alors, je voulais donc, pour terminer, remercier Madame Odon Angon qui s'est prêtée à ce jeu, qui est venue nous rencontrer, et évidemment Evelyne Jean-Bouchard, qui est aussi membre du CRDP, en fait, très près de nous. Alors, merci beaucoup. Alors, merci à ceux qui nous regardent de loin aussi de votre présence. Alors, merci à vous. À bientôt. Chapeau, Bon merci. séjour à Montréal encore pour le reste. Merci encore.